Salam alaikum, donc bonjour ou rebonjour. Donc on va continuer sur notre lancée. On a vu la dernière fois qu'il existe deux approches dans l'analyse économique pour étudier l'utilité. Il y a une approche cardinale qui suppose que l'utilité du consommateur est mesurable. Et puis, on a montré les difficultés de la théorie cardinale. Et la deuxième approche, c'est une approche dite ordinale. Dans ce cas, la rationalité du consommateur suppose simplement qu'il est capable de dire « je préfère A à B », je préfère le bien A au bien B. On n'a pas besoin donc de mesurer cette utilité. Et à partir de là, donc, on peut classer nos utilités, nos préférences. Nous avons vu également les caractéristiques des courbes d'indifférence. On a dit la plus importante, qui nous intéressait en tout cas, c'est la convexité. Une courbe d'indifférence, en principe, devrait être convexe. Décroissante et convexe par rapport à l'origine. On a dit que c'est le cas qui va nous permettre de démontrer la substituabilité entre les produits, que les biens sont substituables. Donc qui permet de vérifier cette logique que lorsqu'un bien est très abondant, lorsqu'on a un bien en grande quantité, on peut l'abandonner facilement pour le remplacer en contrepartie plutôt d'une petite quantité d'un autre bien. Sachant que, par souci de simplification, nous avons simplement deux biens, le bien X et le bien Y. De même, chez le producteur, on n'aura que deux facteurs de production, mais le raisonnement reste valable si on a plusieurs biens. Donc, tout ça, on a vu la question. À partir de ces courbes d'indifférence, c'est de déterminer l'équilibre. Détermine l'équilibre chez le consommateur. Nous sommes chez le consommateur, on verra par la suite pour le producteur, mais sinon le raisonnement est le même. Alors quand est-ce qu'on peut dire qu'un consommateur est en situation d'équilibre? Voilà la grande question. On va faire quelques rappels et puis après on va calculer l'équilibre du consommateur. L'équilibre du consommateur. D'abord, gardons à l'esprit que lorsque je vais chercher le maximum d'utilité, le maximum rationnel, selon la rationalité néoclassique, cherche toujours le maximum de satisfaction, le maximum d'utilité. Mais gardons à l'esprit qu'il est soumis à une contrainte, sous contrainte. Il y a bien évidemment la contrainte de budget. Ça va de soi. Lorsque je vais faire mes courses, j'ai un certain revenu R, 100 dirhams par exemple, que je dois dépenser en l'achat du bien X et du bien Y. Nous n'avons que deux biens. Le consommateur va dépenser la totalité de son revenu. Rappelez-vous également, nous sommes chez les néoclassiques, et chez les néoclassiques, il n'y a pas d'épargne. Il ne va pas garder un certain montant. Il va par exemple dépenser 80 dirhams et garder 20 dirhams pour la... Non, il dépense la totalité, donc il n'y a pas d'épargne et il n'y a pas d'endettement. Il ne va prix de X, c'est P de X. Donc P de X fois X plus P de Y fois Y dépense la totalité de son budget. C'est la contrainte. Supposons, par exemple, nous avons le P de X est égal à 4 et P de Y est égal à 5. Prends un exemple simple pour illustrer par la suite. Donc, il y a une contrainte budgétaire. À partir de là, on va calculer la droite de budget ou la ligne des prix. La droite de budget ou cette ligne de prix, on va la déduire de la contrainte de budget. On va simplement chercher Y en fonction du reste. Donc, on aura... Par exemple, P de X fois X est égal, on va faire passer P de X fois X de l'autre côté. Cela va nous donner R moins P de X fois X.
et je divise par P de Y. Donc, je divise par P de Y les deux termes. Voilà, je divise les deux termes par Y et j'obtiendrai l'équation de la ligne de budget ou l'équation de la droite de budget. L'équation de la ligne de budget ou l'équation de la droite de budget, ça veut dire la même chose. Dans notre cas, par exemple, vous avez un revenu de 100 et vous avez P de X égale à 4, P de Y égale à 5. La ligne de budget devient donc tout simplement R 100 sur P de Y égale à 5 moins P de X égale à 4 sur P de Y égale à 5 fois X. Donc cela nous donne Y est égal à 20 moins 4 cinquièmes de X. Et à partir de là, on peut la tracer. Cela ne pose aucun problème, on peut la tracer. On va la tracer. On va tracer donc cette contrainte de budget. On utilisera cette formule, mais sinon, étant donné qu'on a une équation de ce genre, on peut la déduire rapidement, c'est-à-dire on a ici X et on aura ici le... Alors vous prenez des valeurs, vous supposez que j'achète 0x. Si x égale à 0, j'achète 0x. Donc au-delà, si vous supposez que x égale à 0, y égale à 20. Voilà. Ou bien à partir de là, x égale à 0, donc vous auriez R sur P de Y, 100 sur 5 égale à Y. Et lorsque Y égale à 0, donc je vais tracer, lorsque x égale à 0, Y est égal à 20, on n'a besoin que de deux valeurs pour la calculer. Ce n'est pas la peine de donner des valeurs à x, une infinité de valeurs, pour, lorsque x égale à 0, on aura y est égal à r sur p de y, r sur p de y, et ici on aura r sur p de x lorsque y égale à 0, lorsque y est égal à 0, p de y fois y égale à 0, et on aura x est égal à r sur p de x. R égale à 100, p de x égale à 4, donc on aura 100 sur 4 est égal à 25. Et je peux tracer ma contrainte budgétaire. Ça ne pose pas de problème en principe. Il y a un budget, R est égal, c'est toujours la même équation, puisqu'il n'y a que deux biens. Par souci de simplification, il n'y a que le bien X et le bien Y. Et donc, R est égal à X. À partir de cette équation, on calcule une ligne de budget, l'équation de la ligne de budget, on déduit Y à partir de X. Voilà, on a trouvé la formule générale. L'exemple est là. Et puis, pour la tracer, nous avons besoin de deux valeurs. Donnez une valeur à X, et donc vous auriez ici R sur P de Y. Et vous donnez une valeur à Y égale à 0, vous auriez la valeur R sur P de X. R sur R est égal à 100, P de X est égal à 4, donc automatiquement on aura une valeur égale à 25. Nous avons une contrainte de budget, la voilà, R sur P de Y, R sur P de X, selon le budget, selon les prix. Et puis on aura... Il y a des courbes d'indifférence. Il y aura des courbes d'indifférence. On a dit, qu'est-ce qu'une courbe d'indifférence? C'est l'ensemble des combinaisons qui permettent de donner la même utilité. Ça va de soi qu'avec un revenu R égale à 100, dans notre exemple, R, nous avons un revenu R est égal à 100, et il n'y a que deux biens X et Y, je peux combiner, associer une infinité de combinaisons. Je peux par exemple acheter cette quantité de X, X1, et par exemple Y1. Voilà. Et j'aurai, avec mes 100 dirhams, je peux acheter X1, Y1. Je peux acheter pour X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4, je peux acheter une infinité de combinaisons. X2, Y2,
x3, y3. On verra après comment on va calculer tout ça. y4, y5, y4, x4, y4. Il y aura une infinité, je ne sais pas ici, notre combinaison, une autre combinaison là. Donc on aura une infinité de combinaisons. Et puis il y a des combinaisons qui donnent la même satisfaction. La même utilité, par exemple U1. Ils donnent cette utilité. Ces combinaisons, par exemple, qu'on a calculées là, ils peuvent donner, par exemple, une utilité U2. Toutes ces combinaisons donnent la même satisfaction. U1 égale à un montant, U2 est égal. Oui, mais il y a un problème ici. Le problème, c'est que ces deux courbes d'indifférence sont éloignées de la contrainte budgétaire. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas la contrainte budgétaire. Voilà la ligne de budget. La ligne de budget, elle est là. Ils sont au-dessus de la ligne de budget. C'est-à-dire que le consommateur dépense beaucoup plus que son budget. On a dit, dans le cadre de l'économie néoclassique, ce n'est pas possible. Il y a des combinaisons aussi qui peuvent se trouver au-dessous, puisqu'il y a ce qu'on appelle une carte de courbe d'indifférence, une infinité de courbes d'indifférence de combinaisons qu'on peut associer à partir d'un certain montant. Les courbes d'indifférence qui sont situées au-dessous de la ligne de budget dépensent moins que le budget. Cela suppose qu'il y a de l'épargne. Les néoclassiques nous disent non, il n'y a pas d'épargne. Les courbes d'indifférence qui se trouvent au-dessous des courbes de la ligne de budget ou la ligne de droite de budget, la ligne de prix, dépensent beaucoup plus. Donc il nous faut la combinaison qui permet de donner l'équilibre, c'est la combinaison qui respecte les deux conditions. Un, elle permet la dépense de la totalité de budget, la totalité du budget. Voilà, nous avons besoin donc d'une combinaison qui, ici ou là, peu importe, et qui se situe sur une courbe d'indifférence. Voilà. Donc finalement, le point d'équilibre, c'est celui qui va associer les deux éléments. Il va essayer de maximiser son utilité, mais en tenant compte de la contrainte budgétaire. Donc tout le reste ne permet pas, toutes ces courbes d'indifférence ne permettent pas d'assurer l'équilibre. C'est celle où on a point d'équilibre. C'est la courbe d'indifférence la plus élevée, mais qui est en contact, qui a un point de contact, un point commun avec la courbe d'indifférence. On peut avoir des combinaisons de ce genre. Elle touche. Ici, elle touche même en 2 points. Ce problème, nous allons le rencontrer au niveau de l'analyse du producteur. Ça ne peut pas être des optimums. On va le démontrer au niveau du producteur. Oui, on a 2 points qui peuvent être des points d'équilibre, seulement elle est inférieure, celle-là est plus. Deuxième, c'est l'approche analytique. C'est ça qui nous intéresse. On ne va pas vous demander de démontrer géométriquement la position d'équilibre. Je cherche l'équilibre. Je veux garder ces termes à l'esprit, l'équilibre. Et je veux garder l'école néoclassique. Permettez-moi de faire un rappel. Pour ne pas dire que le cours de microéconomie est très dense, en général, on ne traite que le strict minimum. Parce que l'équilibre que nous étudions ici, cet équilibre que nous sommes en train d'étudier, voilà, c'est un équilibre en microéconomie, donc c'est un équilibre partiel. Un équilibre partiel, ça veut dire qu'il y a des hypothèses qui vont être fondées sur des hypothèses qui sont très restrictives. On doit passer vers l'équilibre général.
L'équilibre général, ce n'est plus Alfred Marshall, c'est Léon Walras. Léon Walras. Ça, c'est le strict minimum. C'est-à-dire, dans le cas de l'équilibre partiel, on suppose que les marchés ne communiquent pas. C'est-à-dire, lorsqu'on étudie un marché, marché 1, il ne communique pas avec le marché 2. Les marchés sont fermés. Or, nous, on sait très bien que si, par exemple, le prix du pétrole augmente, c'est le secteur du moyen de transport qui se trouve affecté. Le prix du pétrole, c'est un marché du pétrole. Le prix sur le marché du pétrole a changé. Cela va affecter un autre marché. Donc les marchés communiquent. Or, Alfred Marshall, il suppose que les marchés ne communiquent pas. Donc vous voyez, ce qu'on est en train de faire cette année, c'est vraiment le strict minimum. En principe, une fois qu'on a terminé avec le marché, l'équilibre général, on doit passer au modèle de l'équilibre général calculable. D'Hébreu notamment. Et lorsqu'on aura terminé avec l'équilibre général calculable, il faut passer à un autre modèle où il y a notamment le chaos, etc. On va rester dans le strict minimum. Nous avons un programme à résoudre. C'est l'utilité sous la contrainte d'un budget. C'est ce que vous avez fait déjà. En principe, j'ai assisté à une séance d'un de mes collègues de mathématiques. C'est ce que vous allez faire en mathématiques. Ces programmes analytiques, vous allez les faire. Vous les avez déjà fait en mathématiques. Donc, je vais aller rapidement puisque je vais simplement appliquer, c'est du mathématique appliqué à l'économie. Je vais appliquer le modèle qu'on vous a initié en mathématiques. Le programme à résoudre, c'est maximiser l'utilité sous contrainte de budget. On a une fonction d'utilité maintenant. Fonction de x et de y. Par exemple, on l'a calculée et on suppose que cette fonction, c'est x fois y. On a toujours de biens. Et puis la contrainte de budget, c'est r égale à x, p de x moins y, p de y. Voilà le programme à résoudre. Moi, ça m'intéresserait que l'étudiant rédige plus ou moins. Parce que ce ne sont pas ici en train de faire un cours de mathématiques. Certains étudiants, dès le départ, ils vont que, allez, on va calculer, etc. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je suis un économiste, je veux un vocabulaire technique précis. Je veux réfléchir comme un économiste et parler comme un économiste. Donc, il y a un programme. Pourquoi je vais mettre maximiser une utilité? Parce que j'ai déjà expliqué que je suis dans le cadre de l'école néoclassique. Et que les néoclassiques, ils ont un type de rationalité spécifique. Et que cette rationalité, elle maximise. Et par conséquent, je rédige ici une phrase. Toujours, avant de commencer, je rédige cette fameuse phrase que je vous ai demandé de retenir la semaine dernière. Je suis dans le cadre de l'analyse néoclassique. La rationalité néoclassique est une rationalité optimisante. Elle est au service de l'égoïsme et de l'hédonisme. Donc, le consommateur cherche à maximiser. Le consommateur va maximiser. Et nous, on sait qu'il y a une contrainte. Obligé donc qu'il y ait de la rédaction. Les mathématiques, oui, mais ce n'est qu'un outil. Pour résoudre cela, je vais introduire le modèle de Lagrange. Le modèle de Lagrange n'est utile que dans certains cas. Quand vous allez continuer vos études, nous avons ici des masters de finance, vous allez voir que si vous allez dans le marché financier, le modèle de Lagrange n'est pas pertinent. Il ne permet pas de calculer parce qu'il y a d'autres types de contraintes qui vont apparaître. Ici, Lagrange, il simplement maximiser le U sous la contrainte de R. Supposons donc maximiser f de x, y, sous la contrainte, faites attention à mettre le signe plus, si vous mettez moins, vous changez R, et je vais faire passer la contrainte de l'autre côté, donc c'est égal à 0. R moins x p de x, moins x p de x, moins y p de y, tout ça on sait que c'est égal à 0, et nous allons introduire
Lagrange, il va introduire ce qu'on va appeler une valeur fictive, ce qu'on appelle le multiplicateur de Lagrange, lambda. Ce multiplicateur de Lagrange, on peut le calculer, mais bon, ce n'est pas notre propos aujourd'hui. On peut le calculer. Si vous le calculez, vous allez le trouver. C'est la variation de l'utilité s'il y a une variation de revenus. On peut trouver plusieurs formules, mais ce n'est pas notre objet. Donc, il va introduire Lagrange, un multiplicateur de Lagrange fictif. Et puis, on va résoudre ce programme. Nous avons Lagrange ici. Nous voyons que nous avons trois inconnus, x, y et le lambda qu'il a introduit. Le multiplicateur de Lagrange en fonction de trois variables. Là, je ne vais pas trop m'étaler. Donc, il s'agit de dériver celle-là par rapport à x, la dérivée par rapport à y et la dérivée par rapport à lambda. Donc, la dérivée par rapport à x, je la dérive par rapport à y, je la dérive par rapport à lambda. Ça va de soi, égal à 0, égal à 0, égal à 0. Donc, je vais dériver tout ça. F' par rapport à x, cela nous donne f', je la dérive par rapport à x. Et là aussi, je dérive par rapport à lambda. R n'a pas besoin, ici on n'en a pas besoin. Moins P de x fois lambda. Hein, si je ne me trompe pas. Je dérive par rapport à y, donc c'est cette fonction qui est dérivée par rapport à lambda, par rapport à y, pardon, excusez-moi, puis moins lambda par rapport à y, ça ne m'intéresse pas, il n'y a pas de y, il n'y a pas d'y, donc P de y. Et puis je dérive par rapport au multiplicateur de Lagrange, et ça donne R moins x moins P de x, moins x P de x, moins y P de y. La contrainte, puisqu'on l'a dérivé par rapport, on va dériver tout ça par rapport, donc on va trouver A sous la forme de AX. Si je dérive par rapport à X, ça donne le A. Donc voilà, égal à 0. Je continue. De la première, de 1 et de 2, de 1 et de 2, je vais déduire une relation. Cela me donne f' de f', puisqu'égal à 0, là on a égal à 0, égal à 0, égal à 0. Donc f' de x, je fais passer de l'autre côté, c'est p de y fois lambda. Et ici, f' de y est égal à p de x, n'est-ce pas, par rapport, oui, p de x ici, p de x, p de y fois lambda. Voilà. Si je divise l'un par rapport à l'autre, voilà, je divise celle-là et je divise celle-là, je vais éliminer le lambda. Voilà, j'élimine le lambda, hop, puisque je simplifie par des valeurs, voilà, hop, je reviens ici, p de x sur p de y, voilà. Et à partir de là, je trouve une formule que nous avons déjà trouvée lorsqu'on a fait l'approche cardinale. Ça veut dire qu'on est à l'équilibre. Rappelez-vous que le consommateur est en équilibre dans l'approche cardinale. Les utilités marginales de x sur p de x, pondérées par les prix, s'égalisent sur p de y. C'est exactement ça. On remplace f par u, on a une fonction, et on trouve utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y est égale à p de x. On peut compléter pour trouver la même formule. F' de x sur p de x est égal à f' de y sur p de y. F', c'est la fonction d'utilité, c'est-à-dire on va calculer en fonction d'utilité, on peut remplacer, donc on aura l'utilité de x sur le prix de x est égal à l'utilité de y sur l'utilité de... Donc c'est la première équation, on trouve le même
processus d'équilibre. Et puis, je remplace dans la fonction de contrainte. Ici, je vais faire une illustration simple, puisque vous l'avez fait en maths, c'est pour ça que je n'insiste pas. Une fois que vous trouvez à partir de là une relation entre y et x, vous allez trouver une relation, vous remplacez donc ici et vous allez trouver la valeur de x et de y. On peut faire le calcul rapidement, c'est-à-dire on prend directement cette formule. Le consommateur est à l'équilibre, on a UMX sur UMY est égal à PX sur P de Y. Hop, il remplace. Je donne un exemple par exemple. Supposons qu'on a un revenu, on a une fonction d'utilité f de xy est égal par exemple à x fois y. P de x égale à 4, P de y égale à 5. Déterminer la combinaison optimale qui permet au consommateur de maximiser son utilité. Alors la plupart des étudiants, qu'est-ce qu'ils font? UMX sur UMY est égal P de x, P de y. Alors on remplace UMX, c'est ça qu'on a dit, c'est ça l'utilité totale. Voilà, on l'a appelé f de xy, mais c'est l'utilité totale. Alors il va la dériver pour trouver l'utilité marginale. Donc je dérive par rapport à x, ça me donne y. Hop. Sur l'utilité marginale de y, ça me donne x, est égal à p de x qui est égal à 4, sur p de y égale à 5. Et voilà, il trouve donc cette équation 4 cinquièmes de x. C'est l'équation que nous, on va trouver avec Lagrange. En prenant l'équation 1 et l'équation 2, on va trouver cette formule, mais par Lagrange. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la méthode de substitution. Et une fois qu'ils ont trouvé, ils remplacent dans le revenu R égal à 100, qui est égal à R x, P de x égale à 4, plus P de y fois y est égal à 5, P de y. Ils remplacent y par sa valeur, donc on aura 100 égale à 4x plus 5y, 5 fois 4 cinquièmes, ça nous donne 4x. Donc 4x plus 4x est égal à 8x, 100 est égal à 8x, donc x est égal à 100 sur 8. Ils ont une valeur de x, ils l'ont trouvé, ils remplacent ici et ils vont trouver y. Et ils vont nous dire les combinaisons que, voilà, x et y, et ils font donc, voilà, les combinaisons qui permettent 100 huitièmes. Et les valeurs qu'ils vont trouver ici, par exemple, ici, ils vont mettre 100 sur 8. Je simplifie, donc 1 sur 2. Ici, je simplifie par 20, 20 demi, 10. Ils vont trouver 10. Et ils vont nous dire, voilà la combinaison optimale. Oui, mais même moi, quand je regarde ce genre de travail sur une copie, la copie de l'étudiant, je vois des mathématiques. Il n'y a rien de l'économie. Lagrange. J'ai besoin de mettre Lagrange. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a fait ça, l'étudiant nous dit 100 huitièmes. Si je ne me suis pas trompé, si je me suis trompé dans le calcul, ne soyez pas trop voyants. Alors, il me dit 100 sur 8 et 10, c'est la combinaison optimale. C'est la combinaison qui permet au consommateur de maximiser. Non! Moi, je ne sais pas. Jusqu'à présent, je ne sais pas si cette combinaison maximise. On a besoin de... Ça, c'est un optimum. Parce que quand vous faites Lagrange, je pose Lagrange et je mets f de u de xy en fonction de xy. Dans notre exemple, est égal à, la fonction c'était égal à x fois y, plus le multiplicateur de Lagrange, r moins x p de x moins y p de y. Et on a donné par exemple ces valeurs, donc je mets Lagrange est égal à xy plus lambda r égale à 100 moins x, 4x on a dit, moins 5y. Lorsque je calcule à partir de là la dérivée par rapport à x égale à 0, la dérivée par rapport à y égale à 0, la dérivée par rapport à lambda égale à 0, on a dit qu'à partir des deux, on trouve une relation y en fonction de x. Je crois qu'on a trouvé 5 cinquièmes de x.
Je remplace ici, c'est R moins XP de X, je trouve sa valeur, je reviens ici. Lorsque je fais les dérivées premières, je n'ai pas le maximum. J'ai un extrémum. Ces valeurs, ce sont des extrémums. C'est là où le problème se pose. Parce que je peux vous donner un exercice où la dérivée première est vérifiée, c'est un extrémum, mais la dérivée seconde, elle nous donne non pas un max, mais un min. Donc vous vous êtes trompé. Au niveau de l'analyse, si demain vous êtes dans l'entreprise, je l'ai dit la dernière séance, vous allez introduire l'entreprise en erreur et la mener vers la faillite. Au lieu de lui montrer le minimum de coûts, vous allez lui proposer le maximum de coûts. Donc cela me donne un extrémum. Je ne sais pas encore si c'est un max ou si c'est un min. Je ne sais pas. L'ishtiqaq al-awwal ne donne pas la valeur max ou min. C'est l'ishtiqaq tani, la dérivée seconde, qui va me donner pour vérifier si c'est un max ou un min. Donc j'ai besoin de dérivée seconde. Là, j'ai fait la dérivée première, elle est là. J'ai fait les calculs. On peut faire l'exercice rapidement si vous voulez. Allez, on va le faire. Par rapport à x, c'est y moins, par rapport à x, moins 4, donc moins 4 lambda. Voilà, on s'est retrouvé. Et par rapport à y, c'est x, moins, par rapport à y, c'est moins 5, donc moins 5 lambda égale à 0. On a dit que de ces deux premières, je vais trouver y, ou bien je peux trouver lambda, si vous voulez, on va trouver lambda. Lambda, 4 lambda, je ne me précipite pas. Y est égal à 4 lambda, y est égal à 4 lambda, et ici, x est égal à 5 lambda. N'est-ce pas? D'où là, j'aurai lambda est égal à y sur 4, et là j'aurai lambda est égal à x sur 5. Lambda est égal à lambda, donc y sur 4 est égal à x sur 5. Donc de là, j'aurai y est égal à 4 cinquièmes sur x. C'est bien ce qu'on a trouvé avec la méthode cardinale, on l'appelle la méthode de substitution, directement en mettant UMX, puisque UMX c'est ça, UMX sur UMY, c'est bien ça. On va trouver donc la relation de Y, et je remplace donc la dérivée par rapport à lambda, c'est celle-là, 100 moins 4x moins 5 lambda égale à 0. Donc je remplace Y par sa valeur, Y, j'aurai donc 100 moins 4x, moins 5, y. Y, c'est 4 cinquièmes de x. Je simplifie par 4 cinquièmes, d'où là, j'aurai 100 égal à 0, ça va de soi. 100 moins 4x, ça me donne moins 8x, égal à 0. Et là, je vais trouver x est égal à 100 sur 8, voilà. Je la remplace ici et je vais trouver y est égal à 10. Donc je vais à la fin dire, voilà, la combinaison optimale 108e et 10. Maintenant, moi j'ai précisé au départ dans ma rédaction, je suis dans l'école néoclassique, la rationalité néoclassique est une rationalité optimisante, elle est au service de l'égoïsme. Le consommateur cherche un maximum, il cherche à maximiser son utilité. Il faut vérifier que c'est un max. Il faut vérifier que c'est un max. Pour calculer le max, ça ne pose pas de problème. Vous faites votre matrice. Je prends la première, celle-là, la dérivée par rapport à x. Je prends la dérivée par rapport à x. Hop. Voilà. La valeur la première dérivée qu'on a trouvée. Voilà, la première dérivée qu'on a trouvée de x. Je vais la dériver par rapport à x. Je vais la dériver par rapport à y. Y, ça va me donner moins 4. Par rapport à y, là, elle me donne 1. Et je vais la dériver par rapport à lambda. Elle me donnera moins 4. Deuxième cas, je vais dériver toujours
la deuxième, je prends la deuxième. Voilà, c'est celle-là. Juste pour vous illustrer, c'est celle-là. Je vais dériver la deuxième, donc qui était déjà la dérivée par rapport à y, dérivée par rapport à y, dérivée par rapport à y, et je vais la dériver par rapport à x, par rapport à y et par rapport à lambda. Je la dérive par rapport à x, elle me donne moins 1. Je la dérive par rapport à y, elle me donne 0. Je la dérive par rapport à lambda, elle me donne moins 5. Et puis la troisième, c'est celle-là. On va prendre cette couleur, si pour mettre voyant. Donc je dérive la troisième, la dérivée par rapport à x, la dérivée par rapport à y, la dérivée par rapport à lambda. Et je vais dériver par rapport à x, elle me donne moins 4. La dérivée par rapport à y, elle me donne moins 5. La dérivée par rapport à lambda, elle me donne 0. Donc je la dérive par rapport à x, je la dérive par rapport à y et je la dérive par rapport à lambda. La règle matricielle. Le calcul matriciel, ça ne pose pas de problème. Et si le Hessien borné est supérieur à 0, vous allez dire c'est un max. Si le Hessien borné est inférieur à 0, vous allez dire c'est un min. Utiliser Lagrange, il est facile, c'est un calcul numérique. Vous posez le programme, vous mettez la phrase, la fameuse phrase, nous sommes dans le cadre d'une école, l'école rationnelle, rationalité optimisante, maximisée. Vous me préparez à, ou bien lorsqu'on est chez le producteur, et c'est là où ça pose un grand problème. Parce que chez le producteur, si c'est les coûts, vous travaillez les coûts, vous allez dire, le producteur cherche à minimiser les coûts, cherche à maximiser les profits, ou cherche, il y a 3 combinaisons, on va les voir. Ici, il n'y a qu'une seule combinaison, il n'y a qu'un seul programme, et on l'analyse par le programme de Lagrange. Un seul programme chez le consommateur, pas de problème. Maximiser la fonction d'utilité sous la contrainte d'un budget. Il n'y a pas 100 000 programmes. Toute l'analyse des consommateurs, tous les exercices de consommateurs se font de la même façon. Il n'y a pas de risque de se tromper. Rédiger, j'exige que mes étudiants rédigent de la rédaction. Il faut écrire, il faut s'habituer à rédiger. C'est pas question, on n'est pas simple. Regardez, si vous voyez le tableau comme ça, ben moi, j'aurais du mal à corriger ce tableau. J'aurais du mal à... Et les copies des étudiants, souvent, ils sont sous cette forme. C'est totalement déconseillé. Parce que je vois des maths partout, barbouillés, et j'ai du mal à m'en sortir. Je n'aime le taux marginal de substitution, comme vous voyez, en principe, il ne pose pas de problème. Il ne me pose pas de problème. C'est ici, supposons qu'on a ici Y1, ici Y2, on a ici X1, ici on a X2. Donc c'est automatiquement, il est égal à delta Y sur delta X. Delta Y, c'est Y2 moins Y1, Y2 moins Y1, et delta X, c'est 5, X2 moins X1. Comme vous voyez, il faut renoncer à un bien pour avoir une quantité supplémentaire de l'autre bien. Je renonce, donc il varie en sens inverse. Je renonce au beurre, j'abandonne le beurre pour avoir plus de fromage. Donc le taux marginal de substitution, le TMS, qui est égal à delta Y, Y2 moins Y1 sur X1 moins X2, automatiquement il sera négatif. Donc qu'est-ce qu'on fait nous? On rajoute le signe moins pour trouver une valeur positive. Voilà, le taux marginal, on l'a ici. Donc voilà, le taux marginal de X pour Y désigne la quantité de Y qu'un consommateur est prêt à céder pour obtenir une unité supplémentaire. Donc c'est bien moins delta Y sur delta X mesure la variation de fromage que je suis prêt à céder pour obtenir c'est ce qu'on a dit, 2 moins 5 sur 5 moins 1, il est négatif. La ligne de budget, on l'a déjà vu. La ligne de budget ou la droite de budget. L'équation de budget, vous l'avez. L'équation de budget, c'est une équation linéaire. On va la déduire de R. R est égal à X, P de X plus Y. On fait passer, on trouve Y en fonction des deux. On l'a déjà dit. L'optimum du consommateur, lorsqu'on a, c'est à l'équilibre. Ça, c'est la méthode de substitution. Quand on a une fonction d'utilité.
U égale à XY. Et puis on a R égale à 100. On a P de X égale à 4. P de Y égale à 5. Et donc, on a posé le programme. Et voilà, donc le programme de Lagrange, c'est Lagrange est égal à maximiser U sous la contrainte avec un multiplicateur de Lagrange. R est égal à 100, moins 4x, moins 5y. Je vais résoudre Lagrange. Donc Lagrange, les dérivées premières par rapport à x, la dérivée par rapport à y. Pour aller vite, je vais prendre les résultats qu'on va trouver. 104x plus 5y, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Alors on va trouver x est égal à 12,8. Je trouve ici la combinaison 12,5 et x est 10. Voilà, je vérifie mes notes pour savoir si c'est bien ça. Donc c'est ce qu'on va trouver. Voilà la combinaison optimale. Je la souligne. Maintenant, on va faire varier le prix. Que le prix dans notre exemple. Alors, le prix de x. Supposons maintenant, deuxième exemple, supposons que le prix de x, ça c'est la question, deuxième question, vous avez résolu la première question, supposons que P de x passe de 4 à 2. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la fonction reste la même, u est égal à xy, r n'a pas changé, 100, et P de y n'a pas changé, est égal à 5. Le seul élément qui a changé, c'est le prix de x. P de x est passé de 4 à 5. Rien ne change. En principe, qu'est-ce que je fais? Je peux poser Lagrange. Si je pose Lagrange, rien ne change. Voilà le programme de Lagrange. L est égal, le programme n'a pas changé, plus lambda, le revenu n'ayant pas changé 100, moins 4x, le prix n'est plus égal à 4, moins 2x, moins 5y. Voilà le programme. Et je vais le résoudre. Simplement dans ce cas-là, si vous avez ce genre d'exercice, la première fois, vous avez utilisé Lagrange. Vous avez vérifié que c'est un max. Il faut absolument vérifier que c'est un max. Absolument. Donc il faut faire la matrice et calculer le Hessien borné pour voir s'il est supérieur à 0 ou inférieur à 0. Si le deuxième cas, on vous donne le même exercice, c'est-à-dire vous avez besoin de faire Lagrange 2 fois, 3 fois. Non, vous n'avez plus besoin de faire Lagrange. Là, vous pouvez faire la méthode de substitution, personne ne vous en voudra. Dans ce cas-là, je mets directement UMX sur UMY, ou là sur P de Y. P de X est égal à P de X sur P de Y. Direct. UMX, qu'est-ce que ça me donne? UMX, ça me donne Y. UMY, ça me donne X. P de X, il est devenu, c'est un nouveau prix 2. P de Y égale à 5. Je trouve la relation de Y est égale à 2 cinquièmes de X. Et je remplace dans le revenu R, qui est égal à 100, qui est égal, il est là. Le revenu, il est là, mais simplement, le prix qui a changé, il n'est plus égal à 5, il est égal à 2. Et vous allez trouver la nouvelle combinaison. Nous, on va trouver la nouvelle combinaison si on fait ce calcul. On aura x égale à 25. X, la nouvelle combinaison, c'est 25. Y, dans notre exemple, il ne change pas, ce n'est pas un problème. Alors, voilà, j'ai fait mes calculs, j'ai trouvé, ça ne change rien. Le raisonnement, vous avez vu, c'est toujours la même chose. On utilise un programme, le même programme. Voilà. Lorsqu'on a deuxième programme, U est égal à XY. P de X, il a changé, on a dit, il est égal à 2. P de Y, il n'a pas changé, est égal à 5. Le revenu R, il n'a pas changé, est égal à 100. Dans ce cas-là, on a trouvé la combinaison optimale et dans ce nouveau programme, on a trouvé une nouvelle combinaison. On peut les tracer, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez les représenter. La contrainte budgétaire dans ce cas-là, c'est R sur P de Y, R sur P de Y, R sur P de Y, donc ici on va mettre R sur P de Y, 100 sur 5 c'est 20,
Je suis dans le premier programme. R sur P de X égale 25. Voilà, hop. Voilà la ligne de budget, très approximativement. Et nous avons la combinaison optimale, c'est 12,5 et 10. Donc la moitié à peu près, la moitié, 12,5 et 10, voilà. En principe, on aura la combinaison optimale et on tracera la deuxième contrainte, le deuxième niveau pareil. Donc R sur 2, R sur P de Y, 20. Donc on reste toujours ici dans le deuxième programme. R sur P de Y, c'est 100 sur, puisqu'il n'a pas changé. Il n'y a que P de X qui a changé. 100 sur 2, c'est 50. Donc on aura à peu près 50 ici. Et on aura une nouvelle, là, parce que le prix, il n'y a que P de X qui a changé. P de Y n'a pas changé. Donc alors, ici, je fais un rappel. Ici, je fais un rappel. Lorsque vous faites varier le prix, lorsque je fais varier le prix, j'ai un R égale 100, P de X égale 4, P de Y égale 5. Deuxième programme, R égale à 100, P de X a changé, P de X est égal à 2, P de Y égale à 5. Dans le premier programme, on a utilisé Lagrange. Deuxième, la méthode de substitution directe. On a trouvé des valeurs. On a trouvé la position d'équilibre ici, 12,5 et 10, la combinaison optimale. Et ici, on a trouvé 25, 10. Voilà, c'est ça, c'est 25, 10, je pense. Alors, où est-ce qu'on est? Oui, 25 et 10. C'est bon. Donc ici, on va avoir, étant donné que la fonction d'utilité est égale à x, y, cette combinaison, elle va me donner 12,5 fois 10, elle va me donner une utilité de 125. Et cette combinaison, puisque c'est la même fonction d'utilité, 25 fois 10, elle va me donner une utilité de 250. Et je les représente, ça ne pose pas de problème. Lorsque je fais un rappel, soyez vigilants avec moi, lorsqu'il y a une variation de prix, quand le prix d'un bien change, quand le prix de X, il passe de 5 à 2. P de X, il est passé de 5 à 2. Le prix de X, il a baissé. Logiquement, je vais dire, j'achète beaucoup plus de X. Donc la quantité de X augmente. Au détriment du bien Y. Donc j'achète logiquement, puisque le prix de Y n'a pas baissé, et le prix de X il a baissé, j'achèterai plus de X que de Y. Logique, plus ou moins. Ça, c'est ce qu'on appelle un effet de substitution. On a un effet de substitution. C'est-à-dire, logiquement, je remplace, je substitue le bien X au bien Y. Logiquement. Je substitue. Logiquement, je remplace. Logiquement, j'achète beaucoup plus. Donc, il y a un effet de remplacement, un effet de substitution. Il a été étudié. C'est Alfred Marshall qui a étudié l'effet de substitution. Oui, mais il y a un autre effet. Lorsque le prix d'un bien baisse, quand je dis le prix, quand je parle de ce prix-là, c'est le prix, ce qu'on appelle le prix absolu. C'est-à-dire, je paie 4 dirhams. Mais lorsque le prix d'un bien baisse, moi je touche toujours 100 dirhams. Mais regardez dans ce cas-là, lorsque le P de X était très élevé, l'utilité était faible. P de X égale à 4, l'utilité est égale à 125. P de X il a baissé, l'utilité baisse. Ça veut dire que je peux, mon pouvoir d'achat, le khudra shira'i diyali, elle a augmenté. Le prix absolu a baissé. Le pouvoir d'achat du consommateur, automatiquement, il a augmenté. Le pouvoir d'achat, d'ailleurs, c'est ce qu'on l'appelle, en termes économiques, l'utilité. C'est l'utilité. Mais bon, ce n'est pas grave.
le pouvoir d'achat, elle va augmenter. Les prix ont baissé. Je peux acheter beaucoup plus de choses. Pourquoi je vais me contenter d'acheter que le X? J'achète le X et le Y. Je peux être amené à acheter le X et le Y. Je peux donc, parce que mon pouvoir d'achat a augmenté, donc je peux être amené à augmenter le X sans diminuer le Y, ou bien, dans la meilleure des cas, je peux acheter plus de X et plus de Y parce que je suis beaucoup plus riche. Même si le revenu nominal n'a pas changé. Celui-là, ce revenu, c'est un revenu nominal. Par contre, ce qu'on va calculer, c'est un revenu réel. Le pouvoir d'achat, on l'appelle également le revenu réel. Le revenu réel, on le détermine en fonction d'un certain nombre de choses. Par exemple, alors je vais donner comme ça un exemple, je n'ai pas d'exemple à l'esprit. Lorsqu'un étudiant, par exemple, il va avoir une bourse de, je ne sais pas moi, une bourse de 500 dirhams. Un étudiant, on lui donne une bourse de 500 dirhams et on le laisse se débrouiller. Il va être obligé d'aller chercher un loyer. Il va être obligé de prendre un petit déjeuner à 10 dirhams, un repas à midi à 20 dirhams, un repas le soir à 20 dirhams. Donc ça risque de lui coûter les repas, etc. Le logement, par exemple, il va prendre un logement avec ses amis, il va cotiser 200 dirhams. Les repas chaque jour, ils vont lui revenir à 50 dirhams, etc. Mais cet étudiant, avec le même 500 dirhams, on va lui donner, par exemple, il va habiter à la cité. Il ne va plus payer 200 dirhams. Il paye 60 dirhams. La chambre ou 100 dirhams, je ne sais pas. Et les repas sont beaucoup moins chers. Donc c'est comme si on lui a pas donné un revenu en espèces, mais on lui a donné un revenu en nature. C'est comme raisonner en termes de revenu réel. C'est le revenu réel qui nous donne le pouvoir d'achat. Notre pouvoir d'achat, on l'appelle l'effet revenu. Donc lorsqu'il y a une variation du prix, il y a deux effets. Un effet de substitution qui résulte directement de la baisse de prix. Le prix de P de X a baissé, j'achète plus de X moins de Y. Je remplace Y par X. Et puis il y a un effet en termes de revenus réels, en termes de pouvoir d'achat. Je me considère comme étant beaucoup plus riche et par conséquent, je peux acheter les deux biens. Alors, Slutsky va démontrer cet effet de substitution et cet effet de revenu. Je ne reviendrai pas sur sa démonstration, mais je peux vous la communiquer ultérieurement. Alors voilà, donc jusque-là, je pense que c'est bon. Alors on va prendre ces variations et on va calculer. On va déterminer ce qu'on appelle la courbe de consommation, revenu. C'est-à-dire il n'y a que le revenu qui change. On dit ceteris paribus, ça veut dire toute chose étant égale par ailleurs. Donc ça suppose que P de X n'a pas changé, il est constant. Et P de Y est constant. Il n'y a que le revenu qui change. D'accord? Alors, ça suppose quoi? Ça suppose que on avait une courbe d'indifférence, on avait un revenu R est égal par exemple 100, P de X, on regardera toujours le même exemple pour nous faciliter la tâche. Supposons qu'on avait dans un premier temps R égale à 100, le revenu il a changé. Le revenu maintenant, on avait ça, et le revenu il a changé. Il y a une variation de revenu. Soit il a baissé, soit il a augmenté, peu importe, ça ne pose pas de problème. Alors qu'est-ce qu'on va... supposons qu'on avait dans un premier temps ces données-là. On va calculer la ligne de budget, la contrainte de budget, R sur P de Y
100 sur 5, 20. 100 sur 4, 25. Et on a une contrainte budgétaire. Hop, allez, on met 25 ici. On ne se casse pas la tête. Voilà, 25. On a une contrainte budgétaire. Si le revenu change, supposons que le revenu augmente. Gardez ça à l'esprit, je ne vais pas vous casser la tête. Si le revenu augmente, obligatoirement, la courbe de contrainte budgétaire, on est beaucoup plus riche. Maintenant, on a un revenu, par exemple, 120. Lorsque le revenu augmente, la contrainte budgétaire se déplace vers le haut. Là, on va voir 120 divisé par 4, par 5. Ça va nous donner 2 par 5, 24. Ça nous donne donc 24. Et 120 par P de X, par 4, ça nous donne 30. Donc vous voyez que lorsque le revenu augmente, la contrainte budgétaire se déplace vers le haut, parallèle à elle-même. C'est le même angle. Pourquoi c'est la même inclinaison, la même pente? Tout simplement parce que les pentes, ils dépendent de quoi? Rappelez-vous, ici on a R sur P de Y. Et ici on a R sur P de X. Pour trouver la tangente ici, la combinaison, c'est côté opposé sur côté adjacent. De là jusque là, c'est R sur P de Y. R sur P de Y. Voilà. Sur R sur P de X. R sur P de Y sur R sur P de X. Je multiplie par l'inverse. Cela me donne R sur P de Y multiplié par P de X par l'inverse sur R. Je simplifie les R. Ça me donne P de X sur P de Y. Donc la tangente ici, elle dépend de P de X sur P de Y. Elle ne dépend pas du revenu. Or ici, qu'est-ce qui a changé? C'est les revenus. Donc les pentes restent les mêmes. Donc elles se déplacent parallèlement à elles-mêmes. Si le revenu baisse, ça ne pose pas de problème. Elle se déplace vers l'origine des axes. On aura, si on prend par exemple un R est égal à, je ne sais pas moi, 40. R égale à 40. On aura 40 sur 5, ça nous donne R sur P de Y, ça nous donne 8. Donc on aura 8, par exemple, 8. Et R sur P de X, 40 sur 4, ça nous donne 10. Donc ça nous donne 10 ici. Mais parallèle à elle-même, toujours parallèle puisque c'est les mêmes. Ce rapport au cet angle dépend également de R sur P de Y sur R P de X. C'est la tangente. La tangente, c'est sinus sur cosinus. C'est côté opposé sur côté adjacent. Et donc, elle dépend toujours des rapports de prix. Elle ne dépend pas du revenu. Alors, chaque fois que le revenu change, la courbe se déplace parallèlement à elle-même. Si le revenu augmente, elle se déplace vers le haut. Si le revenu baisse, elle se déplace vers le bas. Ça ne pose pas Alors, supposons, on est dans ce cas de figure. Supposons, par exemple, vous avez fait les calculs. Là, on a un revenu R et on a toujours la même. Les prix n'ont pas changé. Les prix vont rester les mêmes. Voilà. On aura ce programme. On l'a résolu, on a trouvé par exemple ça. Dans un deuxième temps, le prix a changé, il est devenu égal à 100. Voilà, 100. On l'a déjà, l'exemple qu'on a fait tout à l'heure. Vous allez trouver ça. Et puis dans un troisième temps, vous avez un nouveau programme, le revenu a augmenté, mais les prix sont constants. Voilà, mais le revenu, il a changé. Une fois il a baissé, vous allez trouver. Suivez-moi. Voilà, on a des points d'équilibre. Dans le premier programme, on va trouver X1, X2. Avec ce programme, le revenu 40, le revenu égal à 40. On va trouver une valeur de X et Y qui maximise. Avec le revenu égal à 120, on va trouver ce point d'équilibre.
un certain X et Y avec le revenu. Donc, en principe, on va trouver une courbe qui fait ça, plus ou moins. Voilà. Une courbe qui passe par les points d'équilibre. Une courbe qui passe par les points d'équilibre. Les revenus ont changé. Chaque fois que le revenu change, j'ai un nouveau programme. Mon premier programme, c'est R égale à 40, P de X égale à 4, P de Y égale à 5. Je vais trouver une position. Je fais Lagrange. J'ai trouvé une position d'équilibre. Un nouveau programme, le revenu a augmenté, il est égal à 100. Il est égal à 100 avec toujours P de X égale à 4, P de Y égale à 5. J'ai trouvé une nouvelle position d'équilibre. Troisième programme, R est égal à 120. J'ai trouvé une nouvelle position d'équilibre. Trois programmes différents ou plusieurs programmes différents. Alors nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une courbe de consommation-revenu. Si nous avons une relation entre X, une relation entre X et Y. On a trouvé cette présentation. Maintenant, moi, j'ai besoin d'une courbe. Ça y est, on a terminé avec le programme, la résolution est terminée. Hop, on n'a plus besoin de ça. C'est bon, on a fait Oui, mais on m'a demandé de calculer la courbe de consommation-revenu. La courbe de consommation-revenu, c'est une courbe qui établit une relation entre la consommation et le revenu. Courbe de consommation-revenu, en fonction du revenu. La courbe de consommation-revenu, c'est une courbe qui va permettre de nous donner une relation entre R et un bien X ou bien Y, peu importe. Donc sur la courbe de consommation-revenu, en fait, on va prendre cette courbe, on va la prendre telle qu'elle, si on avait mis la démonstration en bas. Voilà, c'est elle, c'est cette courbe-là qui nous donne une relation entre le revenu et la consommation. C'est la même, je la prends. C'est une combinaison qui passe par les différents points d'équilibre. Je donne la courbe de consommation. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? La courbe de consommation-revenu réunit les points d'équilibre du consommateur résultant de la seule variation du revenu, les prix restant constants. À partir de là, Engel, il va déduire une courbe de consommation, la courbe d'Engel, ce qu'on appelle la courbe d'Engel, mais seulement la courbe d'Engel, il va l'établir exclusivement entre le revenu et la consommation d'un seul bien. Voilà, Engel, il raisonne par rapport à un seul bien. Quel est l'impact sur la consommation du bien X lorsque le revenu change? Ou bien l'impact sur la consommation du bien Y lorsque le revenu change. Ça, si on met un seul bien, elle devient la courbe d'Engel. Donc, vous voyez que la courbe d'Engel, on l'a déduit de la courbe de consommation-revenu, rien ne change. Alors, rappelez-vous, on a plusieurs programmes, plusieurs points d'équilibre. On reprend donc, on va avoir une courbe qui passe par les différents points d'équilibre. En principe, elle n'est pas sous cette forme, mais je ne veux pas vous casser la tête. En principe, quand on arrive là, à un point élevé, la courbe va dans ce sens-là. Pourquoi? Tout simplement parce que plus je suis riche, plus les biens inférieurs, la consommation des biens inférieurs baisse. C'est logique. Si je suis plus riche, je vais consommer des biens, je ne sais pas, de confort. Je mangerai peut-être moins d'un bien X parce que c'est un bien inférieur, j'en ai pas besoin. Je le consommais parce que je n'avais pas assez d'argent, maintenant j'ai assez d'argent, donc elle baisse. Il y a des paradoxes, On va voir la courbe, hop, on va effacer tout ça. On va chercher maintenant la courbe de consommation-prix. Courbe de consommation-prix. Comme dans le premier cas, courbe de consommation-revenu, c'est le revenu qui change. Courbe de consommation-prix, c'est le prix qui change. Donc il y a une variation de prix.
On sait dans ce cas-là que le revenu reste constant. Donc, on va voir dans notre exemple toujours le revenu R égale à 100, le revenu R égale à 100, le revenu R égale à 100. Le revenu ne change pas. Qu'est-ce qui va changer? C'est le prix. Oui, mais dans ce cas-là, lorsque le prix change, on peut avoir deux cas de figure. Soit les prix varient de façon proportionnelle. Il y a une variation proportionnelle. Ça veut dire que, par exemple, le prix de P de X est multiplié par 2, P de Y est multiplié par 2. Les deux prix varient de façon proportionnelle. Lorsque les prix des biens augmentent, sont multipliés tous les deux par 2, le pouvoir d'achat du consommateur est divisé de moitié. On va le diviser. Pareil, si vous multipliez les deux prix par 2, vos achats baissent par 2. Si vous multipliez les prix par 3, vos achats baissent par 3. Donc, lorsque les deux prix varient de façon proportionnelle, c'est exactement le même effet que si on avait une variation de revenus. Exactement la même. Les courbes vont se déplacer parallèles à elles-mêmes. Quand on a dit qu'il y a une variation de prix, c'est exactement lorsqu'il y a une variation de revenus, les prix restent constants. Le cas qu'on avait étudié dans la courbe de consommation-revenu. Ce modèle-là s'analyse de la même façon. Soit il varie de façon, les prix varient de façon, une variation de prix proportionnelle. Soit vous avez un deuxième cas, c'est lorsque les prix relatifs qui varient. Il y a une variation du prix relatif. Rappelez-vous, on a dit que le prix qu'on paye, c'est le prix absolu. Les prix relatifs, c'est P de X sur P de Y. Ça, c'est le deuxième cas. Et puis, ce deuxième cas lui-même, il présente deux cas. Soit vous avez, par exemple, une variation de P de X change et P de Y reste constant, le rapport change. Celui-là, il est multiplié par 2 et celui-là reste constant, donc il change. Soit les deux changent, mais ils ne varient pas de la même façon. Par exemple, celui-là, il varie de delta P de X et l'autre, il varie de delta prime P de Y. Ce sont les trois cas que vous serez amenés à étudier. Comme ça fait un peu plus ou moins peur, mais sinon, vous allez avoir un modèle, on va vous dire le prix change, vous ne vous cassez pas la tête, vous posez le programme, deuxième programme, vous utilisez la méthode de substitution et vous faites la résolution. Ça, c'est simplement pour vous avertir. On va prendre un cas, par exemple, supposons qu'il y a prix relatif, le prix relatif change. On va par exemple dire P de X change. Il y a une variation de P de X. D'accord? Alors, j'avais dans un premier temps P de X est égal à 4, P de Y égale à 5. Supposons que le prix baisse, donc que P de X qui change. C'est le cas qu'on a fait tout à l'heure. P de X égale à 2, P de Y ne change pas, égale à 5. On a deux programmes. Le premier programme, c'est celui-là, 104 et 5. Je fais la résolution. Voilà. R sur P de Y, 100 sur 5, c'est 20. 100 sur 4, c'est 25. Je trace ma ligne de budget. On a calculé la combinaison optimale, on a trouvé 12 et demi, 10. Voilà le point d'équilibre. Maintenant, supposons que le prix change. On aura R sur 5, c'est 20, donc on gardera le même point ici. Et R sur 10, c'est 50, donc ça va aller un peu plus loin, 50. Donc, on va aller dans ce sens-là. Voilà. Donc, on a une position, on va trouver une nouvelle position d'équilibre. Vous faites la méthode de substitution, ça ne pose pas de problème. Et donc, on va, comme dans la courbe de consommation-revenu, on va passer par les points d'équilibre.
comme tout à l'heure, on va passer par les points d'équilibre. La courbe de consommation-prix, comme on l'a dit pour la courbe de consommation-revenu, c'est l'ensemble des combinaisons optimales suite à une variation de prix. Il n'y a que le prix qui change. Le revenu ne change pas. La courbe de consommation-revenu, c'est l'ensemble des positions d'équilibre lorsque le revenu change. La courbe de consommation-prix, c'est l'ensemble des combinaisons qui résultent de la seule variation de prix, les revenus étant constant. Tout ce qui m'intéresse, c'est de déterminer une fonction de demande. Pourquoi? Parce qu'en S2, on va étudier que les marchés. Les marchés, ils sont constitués d'une fonction de demande et d'une fonction d'offre. La fonction d'offre, c'est le producteur. Producteur, on va déduire une fonction. Là, nous sommes chez le consommateur. Tout mon objectif, c'est de déterminer une fonction de demande. Et on l'a dit, pour avoir cette fonction de demande, qu'est-ce que j'ai fait? J'étudie des comportements. Attention, j'étudie des comportements des unités individuelles, ça va de soi, de consommateur ou de consommation et du producteur. Donc, on a étudié la fonction de consommation par la méthode cardinale, mais on ne va pas trop y insister. L'approche ordinale, on a déterminé une courbe de consommation-revenu lorsque le revenu change, courbe de consommation-prix lorsque le prix change, et c'est cette courbe de consommation-prix qui va nous permettre de déterminer justement cette fonction de demande. Une fonction de demande, logiquement, sans trop m'étaler, mais quand je dis une fonction de demande, ce n'est pas ce que j'achète. C'est ce que je suis disposé à acheter. C'est des prédispositions. Attention, beaucoup d'étudiants confondent la demande avec l'acte d'achat. L'achat, c'est un acte effectif. C'est une prédisposition. C'est-à-dire, je suis disposé à acheter un bien. Quand le prix baisse, la demande augmente. Donc, il y a une relation décroissante entre la demande et le prix qui m'intéresse, X. Qu'est-ce qui peut déterminer mon choix? D'abord, le prix de X. Mais également le prix des autres biens. Le prix des autres biens, le prix de Y, le prix de Z, tous ces prix vont avoir une influence sur mon choix de X. La quantité que je vais acheter de X, elle est également influencée par le prix des autres biens. Elle est influencée par mon revenu, etc. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent influencer. Il y a les comportements. Il y a, par exemple, un effet snob, le snobisme, l'effet Veblen, ce qu'on appelle l'effet. Énormément de facteurs qui peuvent influencer la demande. Nous, dans notre exemple, par souci de simplification, nous allons supposer qu'il n'y a que le prix de X qui influence la demande du bien X. On a calculé tout à l'heure la courbe de consommation. La courbe de consommation prix, on l'a calculé tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, est totalement élaborée à partir de la courbe de consommation prix. Simplement, quand on était ici, on était en train d'analyser deux biens, X et Y. Étant donné la demande, c'est une relation entre le prix. Vous prenez ce point de prix puisque c'est par rapport à P de X. Et ici, nous avons la demande de X. Donc, c'est directement déduit de la courbe de consommation prix. On le fait automatiquement, algébriquement. Je termine avec ça. Supposons donc f de xy est égal à xy. Vous avez un P de x est égal à 4, P de y égal à 5. Rappelez-vous, on avait trouvé, donc qu'est-ce que vous faites? Un revenu R égal à 100. Donc automatiquement, vous posez Lagrange, donc pas de problème. Vous posez Lagrange, il s'agit de maximiser xy plus le multiplicateur lagrangien fictif, 100 moins 4x moins 5y. Vous en faites la résolution. Dériver par rapport à x, on va dériver par rapport à y. Je dérive par rapport à x, ça me donne y. Je dérive par rapport à x ici, non.
moins 4, lambda, égale à 0. Et je dérive par rapport à y, ça me donne x, moins, par rapport à y, moins 5, lambda, égale à 0. Des deux, on a dit, on trouve une relation entre y et x. Ce n'est pas la peine de. Et je remplace ici, la dérivée par rapport à lambda est égale, la dérivée par rapport à lambda, 100 moins 4x moins 5y. Vous allez trouver une valeur de x égale, vous la remplacez ici et vous trouvez les deux valeurs de y. Y est égal à R sur 2 P de y. Voilà, on va trouver voilà, on va la trouver là, voilà. On a y est égal à R sur, c'est bien ça. Et on va trouver x est égal, si vous calculez x, on va trouver x est égal R sur 2 P de x. R. Donc, qu'est-ce qu'on regarde là? On voit que la quantité demandée de x ou de y dépend de R et de P de y pour y. La quantité demandée de y dépend de R et de P de y. La quantité demandée de x dépend de R et de P de x. Voilà. On voit qu'il dépend essentiellement, donc y, puisqu'on a simplifié, on a dit que on va éliminer les autres effets. Donc y, elle est fonction de quoi? Elle est fonction du revenu et de P de y. Vous le voyez quand vous allez dériver la première Lagrange. Et x, elle est fonction de R et de P de x. Donc il suffit de connaître R. Par exemple, pour un revenu R, prenons dans ce cas-là y. Y, on l'a trouvé, est égal R sur 2 P de y. Pour un revenu R égal à 100, si le revenu R égale à 100, vous allez trouver y, fonction de demande de y, est égal à 100 sur 2, 50, P de y. Et pareil pour x, c'est ça la fonction de demande. On la trouve à partir de Lagrange, on a dérivé, on a trouvé une des équations, fonction x, fonction de R et P de y, x fonction de R et P de y. Il suffit de connaître le revenu pour établir une relation entre le bien y et le prix du bien y, ou le bien x et le prix du bien x. On a la fonction de demande, c'est-à-dire elle nous donne la quantité de x que je vais acheter en fonction du prix de x, ou la quantité de y en fonction du prix de y. Oui, mais on ne sait pas quelle est l'intensité de la relation. Quelle est la sensibilité, le degré de variation quand le prix baisse, lorsqu'il y a une variation de prix de x. Par exemple, on va supposer P de x baisse. Est-ce que la quantité demandée est très sensible? La sensibilité de la variation. Est-ce que la demande est très sensible à ce prix-là? L'intensité de la réaction. Donc, selon quelle intensité? L'intensité de la réaction. Est-ce que quand le prix de ce bien baisse, la demande de ce bien augmente très fortement, très faiblement? On ne va pas dire très fortement, très faiblement. On va dire pour tout ça, quelle est l'élasticité de la demande? C'est-à-dire, quelle est la sensibilité de la demande à une variation de prix? Vous entendez, la sensibilité de la demande à une variation de prix. Comment varie la quantité lorsque le prix de x varie? C'est la sensibilité de la variation. Je vais aller vite donc c'est delta x sur delta x, je multiplie par l'inverse, allez, on va multiplier. Donc ça me donne delta x si je ne me suis pas trompé, parce qu'on est dans multiplié par l'inverse, P de x sur x. Voilà l'élasticité de la demande de x. C'est delta x sur delta P de x fois P de x. On va peut-être rapidement. Voilà. Alors la méthode de Lagrange, les courbes de consommation-revenu. Voilà, la courbe de consommation-revenu. En faisant varier le revenu du consommateur, les prix des deux biens restant constants. C'est ce qu'on a
La courbe d'Engel, on l'a dit également, on déduit de la courbe de consommation-revenu. L'effet de la variation sur la quantité d'un seul bien. On a un seul bien qui varie. On a la courbe de consommation-prix. Pareil, la courbe de consommation-prix, on a dit lorsque le prix varie, tout simplement. Alors, on va voir pour ce qui est des élasticités. On ne l'a pas. On va avoir plusieurs types d'élasticité. L'élasticité prix, c'est celle qu'on a gagnée. Delta X sur delta P fois P de X sur P. Lorsque l'élasticité de la demande, là, on a une élasticité de la demande égale à 0. Elle peut être inférieure à 0, entre 0 et 1, ou bien l'élasticité de la demande égale à 1. Lorsque l'élasticité égale à 0, ça veut tout simplement dire que la quantité demandée n'enregistre aucune variation lorsque le prix augmente. Par contre, voilà, on va voir l'élasticité d'arc. Des fois, on n'a pas une fonction. On n'a pas une fonction. Si on a une fonction, ça ne pose pas de problème. Mais quand on n'a pas de fonction, par exemple, des fois, on a une courbe. Voilà. Et on a des valeurs, on a un tableau avec une valeur, et on vous demande de calculer l'élasticité d'arc. C'est-à-dire, on a ici un point A, un point B, un point C et un point D. Alors, on veut calculer, par exemple, l'élasticité ici entre B et C. Quelle est la sensibilité de la demande dans cet arc? C'est tout un arc, on n'a pas un point ponctuel pour le déterminer. C'est delta Q sur delta P, comme tout à l'heure. Delta, c'est la variation de la quantité, on l'a vu, par rapport à P fois P sur Q. Ça, c'est la formule générale. Et donc, ici, ça nous pose un problème. À ce niveau-là, on a un problème. C'est quoi le problème? C'est selon le point de référence que vous allez prendre. Est-ce que vous allez prendre le point de référence B ou bien le point de référence C? Parce que delta Q, vous pouvez mettre B moins C sur delta P sur PB moins PC fois P. Par exemple, si vous prenez le point de référence B, PB sur QB. Ou bien, si vous prenez l'inverse, vous allez inverser, vous allez avoir C moins B sur PC moins PB multiplié par PC sur la quantité de C. Donc, on n'a plus le prix de B et la quantité de B. Vous avez le prix de C et la quantité de C. Selon le point de référence, ça va changer, donc ça nous pose un problème. Ça pose un problème au niveau du calcul mathématique. Alors là, on va essayer de résoudre ce problème, tout simplement. On va mettre ici la moyenne. On va calculer une moyenne et on va dire que delta Q sur delta P, mais on va calculer ici des moyennes. Par exemple, PC moins PB sur 2 et QC moins la quantité B sur 2. Donc on calcule des moyennes puisqu'on est sur un arc pour éviter ce problème de point de référence qui se pose souvent dans le calcul des élasticités. D'habitude, on calcule la quantité qu'on doit acheter lorsque le prix de X change. Voilà ce qu'on a fait jusqu'à présent. Combien je dois acheter de X lorsque le prix de X a changé? Combien j'achèterai de beurre lorsque le prix du beurre change? Maintenant, non. Combien j'avais acheté de quantité de beurre lorsque le prix du fromage a changé, a augmenté ou il a baissé? Rien ne change. On va simplement adopter le principe ici et on va avoir ici, alors la quantité de X, on va dire le beurre c'est X, donc c'est X2 moins X1, la quantité. Par contre, le prix, on a dit, c'est le prix de Y qui a changé. Ça, delta QX, voilà, delta la quantité demandée de X par rapport au prix de Y. Alors, le prix de Y qui a changé et la quantité de X qui a changé. Donc ici, on va mettre la variation des prix de Y qui a changé par rapport au prix. Ça, c'est l'élasticité
croisée et on a une élasticité revenue. L'élasticité revenue, c'est la dernière. Donc, on a une élasticité revenue. C'est les lois d'Engels. Ça va nous permettre de dégager les lois d'Engels. Donc, comment varie la demande de X lorsque on a une variation du revenu? Donc, en général, c'est delta Q sur delta P fois P sur X. C'est pas trompé. C'est bien ça ou bien c'est sur X sur P? C'est P sur Q. Donc, lorsqu'on a une élasticité, vous changez. Si c'est une élasticité ponctuelle, donc c'est la quantité de X par rapport au prix de X. Prix de X sur X. Si vous avez une élasticité croisée, rien ne change. C'est simplement la quantité X par rapport au prix de Y. Donc, on aura ici un prix de Y. Voilà. Voilà, ça c'est une élasticité croisée. C'est le prix de Y qui change. Élasticité revenue, c'est-à-dire il y a une variation de revenus, tout simplement, pour ne pas vous compliquer la vie. Donc on a ici une élasticité croisée, c'est le revenu. Voilà. On arrive au prix de X. Donc voilà, globalement, nous arrivons à la fin de ce chapitre sur le comportement du consommateur. On a essayé de synthétiser, donc d'aller à l'essentiel. Vous avez le modèle. Essayez donc de garder toujours à l'esprit. La prochaine vidéo, on va étudier les comportements du producteur pour terminer finalement les deux éléments qui composent le marché. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo.